Ce soir, on a avec nous trois personnes que vous connaissez assez bien. Il y a M. Rosario Rainville, qui est ici à côté de moi, qui est président de la commission scolaire régionale Louis-Aymon. Il y a M. Bellavance, qui est le directeur général de cette commission scolaire-là, et le frère Louis Ferland, le plus sage des trois, qui est principal à l'école secondaire Normandin, la polyvalente qui s'en vient. Alors, j'ai dit que c'était des gens que vous connaissez assez bien, mais peut-être aussi que vous les connaissez mal, parce que des fois, ils peuvent sembler loin. Ils sont proches des décisions, mais peut-être un petit peu loin de vous. Alors, ce soir, on va jaser ensemble pour montrer qu'on est des hommes comme les autres, qu'ils sont des hommes comme les autres. Alors, on veut pénétrer dans chacun de vos foyers pour que vous puissiez les connaître davantage. Alors, c'est pour ça que le genre d'émission qu'on fait avec eux, c'est qu'ils vont nous parler de ce qu'ils sont, comment ils en sont arrivés à avoir aujourd'hui des titres, à être, par exemple, président de la commission scolaire régionale, directeur général ou principal. En tout cas, j'avais envie de vous dire un petit mot, je vais faire là, mais je vais attendre. Alors, on commencerait par M. Rainville, puis on lui demanderait un peu ce qu'il a fait pour arriver à être président de la commission scolaire régionale. C'est vrai qu'il y a un autre travail à part ça. S'il veut nous en parler, il y aura beau. On lui donne pas de temps. Si Roger, puis... excusez-moi si je l'appelle demain. Si Roger puis Louis... Oh, ça me gêne de dire Louis parce que... OK. Vous voulez poser des questions? C'est Roger pour les intimes, ça peut vous intéresser. Alors, la parole m'appartient, puisqu'on me donne l'occasion de le faire. J'en suis très heureux. Notre animateur semble un peu à la blague, ça me plaît. C'est justement dans le ton qu'à certains moments, j'aime traiter les choses. Dire qu'est-ce que je suis, de quelle façon j'en suis arrivé à être président de la commission scolaire régionale, je pense que l'émission devrait se prolonger de beaucoup, parce que, sans dévoiler un âge, on peut quand même m'accorder un certain âge. Depuis ma plus tendre enfance, je me suis intéressé à différentes activités. J'ai, comme la plupart de nos étudiants, en 70, fait mes études. Malheureusement, à cause des circonstances du temps, on n'a pas pu m'amener bien loin, mais j'ai quand même avancé assez loin, mais pour réussir à faire quelque peu mon chemin dans notre société. Ici, je me retrouve dans un milieu que je connais depuis plusieurs années. Normandin et environ, de même que tout le haut du lac. Parce que j'y ai travaillé, j'ai circulé sur ces routes-là à maintes et maintes occasions, dans mon travail professionnel. Avec le petit bagage que j'avais d'études académiques, je me suis lancé dans toutes sortes d'activités. J'ai surtout, je pense, essayé d'être un honnête citoyen. Je pense que c'est à la base de tout. Étant un honnête citoyen, je me suis mis au travail, j'ai fait des activités qui se présentaient et qui étaient à la portée de ma compétence. Mais j'ai surtout cherché à améliorer mes connaissances, parfaire mes connaissances, par tous les moyens à ma disposition, par différents travaux, différentes catégories d'emplois que j'ai occupés, la lecture, enfin tous les moyens, quand on veut s'instruire, sont bons. Alors c'est ainsi que j'en suis arrivé à m'intéresser à la chose publique, l'administration de toute catégorie, municipale, scolaire, parce que je suis à mon deuxième stage dans l'administration scolaire. Un mouvement que j'ai chéri particulièrement, parce qu'il est extrêmement social, il s'agit du mouvement des jardins, où j'œuvre depuis 10 ans à titre de président de la Caisse populaire locale. Et puis, je pense que je vais conseiller à tout le monde de s'intéresser au maximum à ce mouvement-là. Très formateur. J'ai pris une partie de formation là qui m'a été d'un apport des plus importants pour me mêler davantage dans la société, m'intéresser aux problèmes des individus, aux problèmes des milieux, aux problèmes de notre province et même aux problèmes de notre pays.
Alors, c'est par ma participation aux différentes administrations que j'en suis venu à être élu commissaire d'abord à la commission scolaire régionale Louis-Aymon pendant 2 ans. Et puis, je suis présentement à ma 2e année. On semble dire, c'est peut-être vrai, ces bonhommes-là, ils sont loin de nous autres, on les voit pas, c'est vrai, on les voit pas souvent. Mais il faut quand même pas s'en faire, parce que c'est des gens comme les autres. C'est des gens comme vous, comme tous ceux qui vous entourent. C'est des gens qui ont leurs préoccupations personnelles, familiales, et qui sont humains au possible, dans la mesure où on a tendance à l'être. Je pense que de ce côté-là, sans vouloir me glorifier, j'essaie de faire mon possible pour être humain, comprendre le problème des gens, et mon travail professionnel m'y aide plus particulièrement. Alors, je ne voudrais pas tenir les ondes seul jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'enfin, si on me laisse aller, là, comme je suis facile à laisser aller, ben, les autres n'auront pas le temps de parler, puis je vois mon voisin de droite, avec qui j'ai à certains moments des rencontres et surtout des dialogues, qui a peut-être quelques cols à me passer, là. Alors, je vais m'arrêter là, et puis je vais laisser aux autres l'avantage de s'exprimer à leur tour. Roger, tu connais pas mal plus M. Rainville que nous autres, là. Il y a peut-être des petites choses qu'il veut nous cacher, puis que peut-être que les gens aimeraient connaître. Je sais pas si tu peux y en demander. Je ne suis pas habitué à faire des indiscrétions. Ah non, ça c'est pas des cols corrects, mais pas des indiscrétions. Okay. Avec les commissaires, il faut bien que je fasse. Qu'est-ce que c'est une colle? Qu'est-ce que c'est une colle pour vous autres? C'est de... Ça dépend dans quel sens qu'on désigne le mot colle. Ah oui, ils en ont une colle. Je me suis vu coller à certains moments, sur une chaise. En d'autres occasions, c'était d'une autre façon. Mon ami Roger, je pense que des colles, ça ne le connaît pas. Ah. Il faut s'habituer dans la vie. La vie nous apprend à nous débrouiller, à nous en sortir. Mais y a-t-il des choses, disons, dans ce que M. Rainville est, disons... il a peut-être un peu caché sa vaste expérience de divers domaines de la vie. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans lui, c'est que M. Rainville a touché à 50 métiers. Il a vécu dans divers milieux, des milieux très différents qui sont très connus chez nous. Par exemple, il a vécu avec les bûcherons, il a travaillé dans le bois, il a travaillé sur une ferme, il a été menuisier avant de devenir, tout en se perfectionnant et en devenant aujourd'hui directeur d'un bureau du ministère de la Famille et du Bien-être. Alors, il ne nous a pas parlé de ça, et moi, ça m'a toujours assez épaté de voir un homme qui s'est formé par lui-même, qui s'est débrouillé dans la vie, et qui n'a peut-être pas eu la chance de fréquenter longtemps les écoles, mais qui aujourd'hui occupe un poste important au sein d'un ministère important qui œuvre sur notre territoire. C'est justement un caractère de mon travail qui m'a plu énormément, parce que plusieurs me connaissent, puis je sais qu'il y a des personnes qui sont aux écoutes présentement et qui ont eu l'occasion de m'avoir à maintes reprises, parce que j'ai circulé sur les routes du nord du lac, à compter de Saint-Luigi-de-Milo jusqu'à Saint-Félicien, pendant 6 ans. Alors, tous les coins et recoins de ce milieu-là, toutes les catégories de personnes qui habitent ce milieu-là, je les ai connus, j'ai rencontré un grand nombre d'entre eux, les dirigeants. Je disais, moi j'avais une expression qui m'était propre à ce moment-là, je disais que moi, je devais être plus catholique que les autres parce que j'avais 16 curés. En fait, j'œuvrais dans 16 paroisses et puis je rencontrais fréquemment les curés de ces paroisses-là, de même que les maires. Alors, ça me donnait pas mal de préoccupations, malgré que je prenais ça à la blague. Il faut le croire, il faut quand même se le dire. De toute façon, c'était une expérience des plus heureuses. Et puis, je pense que c'est en vivant qu'on apprend à vivre, et puis surtout en vivant avec les citoyens, en les rencontrant, en dialoguant avec eux, s'intéressant à leurs problèmes. C'est de cette façon-là, je pense, qu'on va chercher la meilleure formation. Et puis, si on peut s'attirer quelques glorioles à certains moments pour des gestes qu'on pose à l'administration ou autrement, c'est parce qu'on a échangé avec d'autres qu'on a appris à se comporter pour s'attirer ces choses-là. Dans tout ce que vous avez fait, là, ça a l'air que vous avez fait un tas de choses. C'est que vous avez aimé le plus dans tout ça? C'est une question trop embêtante ou...
Non, c'est pas embêtant, mais ça me fait rire un peu parce que j'ai eu envie de faire une blague, peut-être un peu trop solide. Parfait. Alors, j'ai aimé tout parce que j'aime travailler. Mais ce que j'aime le plus, d'abord, j'ai fait une allusion tout à l'heure à un travail qui n'est que social, à savoir le mouvement des jardins, parce qu'à ce moment-là, c'est du travail bénévole, il n'est pas question d'être rémunéré. Mais dans le travail que j'ai fait, j'ai aimé tous les genres de travaux, excepté que le souvenir que je conserve du travail qui demande l'effort physique, il est plus pénible pour l'individu parce qu'il est plus épuisant. Le travail intellectuel, c'est aussi un travail qui peut devenir épuisant. Mais lorsqu'on a pratiqué ce genre de travail pendant un certain nombre d'années, j'admets quand même que c'est moins épuisant que le travail physique. Mais ce que j'aime le plus, et puis c'est justement là où je continue à travailler, c'est le travail d'aide sociale qui, à l'intérieur de laquelle on a quand même l'impression, et pas seulement l'impression, mais la satisfaction d'être utile à nos citoyens, d'être utile à nos semblables, de rendre service à l'être humain, et puis de corriger quelque peu les lacunes de notre société. Alors, je me suis arrêté à ce travail-là, et puis j'ai essayé de m'y perfectionner le plus possible, et surtout, j'ai aimé rester parmi les miens, parce que, encore récemment, on m'a demandé si je ne serais pas intéressé à prendre une gouverne à un autre niveau, et je refuse carrément parce que je veux rester parmi ceux avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai œuvré pendant tant d'années. Bon, lequel des deux là, qui aimerait se faire connaître un petit peu, là, lequel vous aimeriez, M. Rainville? Lequel des deux qui commence, vas-y? On donne l'honneur à Frère Ferland. Je pense que ça doit bien. Vous pouvez nous dire un peu ce que... Peut-être plus raisonnable ici. Le chemin que vous avez parcouru depuis le temps où vous aviez... Du temps où vous aviez des cheveux à aujourd'hui. Tu veux savoir qui je suis, là, puis quelle est ma route, là? Ouais. Qui je suis, d'abord, je vais te répondre que si ça a été rendu célèbre par une autre personne, ça peut se dire encore, c'est que je ne suis qu'un frère. Ah, vous n'êtes qu'un frère. Enfin, je ne suis qu'un frère. C'est qu'un départ. À part ça, bien, naturellement, comme M. Rainville, je pense que j'ai passé par les débuts de mon milieu. Je suis un produit du milieu, en deuxième milieu. Vous êtes d'ici, Normandin? Je suis de Normandin, puis je suis naturellement passé ici jusqu'à l'âge de 19 ans. Alors, j'étais cultivateur pendant certaines saisons et bûcheron pendant d'autres. C'était le début. Vous aviez combien de vaches, ce temps-là? À ce moment-là, je pensais que c'était de l'eau de ceux qui demeuraient à la maison. Ceux qui allaient à l'extérieur, les autres, ils ne comptaient pas trop. Une trentaine environ. Trentaine. Ensuite, bien, quand j'ai quitté pour songer à faire des études un peu plus poussées, là, mais j'ai pu m'en aller vivre un peu dans la région de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean-d'Iberville. Ensuite, je suis revenu enseigner à Québec. Ensuite, un peu dans Châteauguay, dans Missisquoi. Je vais donner l'impression que j'ai fait le tour du monde. Vous savez, ceux qui ne font pas l'affaire, on les change souvent. Ensuite, je suis revenu à Montréal. Et depuis 1950, je suis dans le diocèse de Chicoutimi. Chicoutimi-Nord, Desbiens, Almar et enfin Normandin. Et voilà un peu la tournée que j'ai faite dans une profession donnée, qui est la mienne. Ça fait combien de temps que vous êtes à Normandin? Depuis la dernière fois que vous avez changé de place, là? Je commence ma 7e année. Ma 7e année. Y a-t-il des choses que vous aimeriez connaître qui ne dit pas, là? Pour moi, il n'y a pas plus que ça. Il y a tout de même une chose que j'aimerais dire, si c'est pas connaître, c'est que des produits comme le frère Ferland, si on peut appeler ça ainsi, qui ont voyagé partout et puis qui se trouvent chez nous, on aimerait bien qu'il en tombe d'autres, je ne sais pas de quelle direction, mais je connais que des louanges à faire au frère Ferland. Et puis ça me fait plaisir de le faire ici sur les ondes du Canal 3, parce que je sais qu'il est dans son secteur et qu'il est apprécié surtout par la population du secteur. Puis pour ce qui est de l'administration à la régionale, nous n'avons que des louanges à son endroit et puis ça fait plaisir de lui rendre cet hommage-là ce soir. Ça vous fait du plaisir? Ça fait grandement plaisir. C'est encore la meilleure des récompenses quand c'est reconnu. Je vous remercie beaucoup, M. Rainville. Roger, combien de milles t'as fait, toi, sur ton chemin? Je ne sais pas si Ça devient inquiétant. c'était peut-être par notre Ça devient frère, inquiétant. moi.
J'ai voyagé pas mal avant de me fixer. Avant de m'enraciner au lac Saint-Jean, en mariant une petite fille, une fille du lac Bouchette, près de l'endroit des Miracles. C'est peut-être pour ça que je l'ai mariée, d'ailleurs. Disons que ça m'a pris pas mal de temps. J'ai tourné assez longtemps. Disons que je suis en né... passant, c'est-tu un miracle que tu l'aies mariée, qu'elle t'a accepté? Ou, C'est qu'elle m'a accepté. Ah bon, ça va mieux. Alors, disons que je suis né dans le Témiscouata, d'une famille dans le fond du Témiscouata, près du Nouveau-Brunswick, puis du Maine. Là. C'est le coin des contrebandiers, dit-on. On est près des frontières. Et on avait une famille de 11 enfants. Mon père, c'était un petit fermier, cultivateur sur une terre de roche. Et puis, grâce à une communauté, disons, je suis allé aux études, à l'école normale, à l'université d'Ottawa particulièrement. Et j'ai rentré dans le monde de l'enseignement pour enseigner un peu comme le frère Ferland fait un peu partout dans la province. D'abord à Montréal pendant quelques années, à Matane. J'ai été directeur d'école tout près de mon lieu d'origine. C'est le lieu d'origine? À Rivière-Bleue, dans le comté de Témiscouata. Et puis ensuite de ça, je suis venu au lac Saint-Jean enseigner, un peu pour me reposer. Et c'est... Ils nous ont posé ça, ce gars-là, moi. Disons que j'avais fait déjà quelques années, puis on me recommandait de me reposer. Je voulais trouver un endroit tranquille. Je me suis emmené au lac Bouchette, mais je ne m'attendais pas que ça me conduirait aussi loin. Et ensuite de ça, eh bien, après avoir enseigné 1 an au lac Bouchette, je suis allé passer à Roberval, où j'ai enseigné les sciences pendant 5 ans. Ensuite, on s'est rencontrés là. C'est là la première fois qu'on s'est connus. Et ensuite de ça, j'ai été nommé directeur des études à Roberval. Et quand la régionale s'est formée, je suis passé à la régionale. Nous demeurons à Dolbeau. Nous avons la famille, 3 charmantes petites filles. Puis on travaille pour faire un petit gars. Ah. Ça s'en vient-tu? Bon succès. On en découvre. Ça, comme si vous vouliez donner de l'aide. C'est terrible, on en découvre des choses. Hein. Quand je pense qu'on est rendu avec un directeur régional qui s'en venait se reposer chez nous, c'est un peu inquiétant à certains moments. Je n'ai pas eu grand temps de me reposer depuis quelques années. Il reste un fait que si on se retourne en arrière et qu'on regarde les toutes dernières années, je pense qu'il a manqué son voyage quand il est venu ici. S'il a bénéficié d'un peu de repos, ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la conviction que du repos, il en a très peu. On lui en permet très peu. S'il a tendance à exprimer un désir seulement de prendre du repos, on lui trouve un travail quelconque. Puis comme c'est facile à l'administration de la régionale de Louis-Mont d'en trouver, la solution de tout ça, au bout, là, il n'y a même pas le temps de prendre ses vacances. Alors, je profite de l'occasion également pour offrir toutes mes félicitations au directeur général de la régionale de Louis-Mont. C'est un grand travailleur. C'est un homme de relations. Et puis là, je mets une réserve là-dessus. Un homme de relations. De relations, vous voulez oui. dire ou juste... Eh bien, il en a exprimé un peu, un léger aperçu tantôt, lorsqu'il a raconté au moins l'essentiel de sa vie. Mais il y a d'autres sortes de relations que lui connaît. Parce que c'est un homme qui fait des relations publiques. Justement, c'est sa fonction principale, des relations publiques. Mais à travers les personnes qu'on rencontre en relations publiques, il y a des sexes féminins et des sexes masculins. Et puis, à certains moments, je l'ai vu tirer de l'œil un peu du côté du sexe féminin. Et puis, ça m'a quelque peu inquiété. Je l'ai suivi de près parce qu'il y a quelques voyages, je l'ai accompagné. Ça m'inquiétait, je ne savais pas ce qu'il allait faire là-bas. Finalement, j'ai découvert qu'il n'y avait rien de grave, il était sérieux dans son travail. Il aimait être ligné de l'œil, c'est son genre, c'est voulu qu'on y fasse. Il veut se défendre. Je vais me défendre parce que c'est une accusation qui est un coin de jalousie à l'intérieur de ça, vous savez. Et puis, disons que, monsieur, j'ai découvert, moi, que pour entrer chez certains patrons, c'est bien commode de passer par la secrétaire. Et puis, M. Rainville est assez surpris quand j'arrive au ministère avec lui, puis je connais les prénoms des secrétaires. C'est tout simplement pour m'en faire des amis, pour être certain d'entrer dans le bureau du patron. Et c'est très efficace. Pour retenir le nom des femmes aiment ça, se faire appeler par leur prénom. Ah bon. Alors, quand tu appelles à Québec, puis tu appelles les secrétaires par le nom, ça marche. La recette est très bonne. Il y aurait peut-être certaines écoles dans la régionale de Louis-Mont qu'il faudra baptiser d'un nom de secrétaire. Permettre la pénétration dans l'école.
Comment vous Ah, c'est appelleriez une bonne l'école de réflexion. Normandin? Ben, je vais d'abord savoir le nom de la secrétaire qui connaît bien au ministère, ou ça je te demande. Vous êtes fait connaître un petit peu, vous avez sûrement des préoccupations. C'est peut-être pas des préoccupations, là, quand je parle de préoccupations, peut-être pas des préoccupations dans le domaine du travail, mais des préoccupations qui vous tiennent à cœur. Ça peut avoir trait au domaine du travail, ça peut avoir trait à un idéal social que vous avez. Alors, si vous voulez nous faire part de ça, ça peut être intéressant. Les préoccupations, disons que nos principales préoccupations à la régionale, moi j'en ai deux grandes, disons, bien particulières. C'est d'essayer de créer un esprit régional. Ça, c'est une préoccupation pour moi. Je serai assez long d'élaborer là-dessus, mais définitivement, il faudra, si on veut sauver notre région, créer un esprit régional à l'intérieur de notre région et s'apercevoir que c'est ensemble qu'il faut bâtir, qu'il ne faut pas se détruire par nos critiques, par tout ce qu'il y a, par tout ce qu'on peut faire contre les autres. Que si l'autre grandit, nous autres aussi on grandit. Alors, et la deuxième grande préoccupation présentement, c'est de compléter, disons, le réseau d'implantation scolaire dont on a besoin, et particulièrement de planifier notre enseignement professionnel. Disons que ce sont de grandes préoccupations qui mériteraient peut-être d'être élaborées mieux qu'elles ne sont là, mais pour moi, ce en sont de très grandes présentement. M. Réville ne fait pas un peu tout à l'heure, M. Frère Fernand, une grande préoccupation. Moi, j'ai une préoccupation qui est double, particulièrement depuis quelque temps. J'en ai une au niveau régional, c'est que je me demande un peu si on pourrait éviter la dislocation de notre régional. Ce qui, à mon sens, serait plus que préoccupant. À mon sens, ce serait assez désastreux pour notre régional. Et au niveau de l'école, eh bien, c'est le nouveau souffle de vie étudiante dans l'école. Votre polyvalente, est-ce que c'est une préoccupation, la construction qui s'en vient? Pas tellement. J'ai laissé cette préoccupation de fait, à Roger parce que c'était entre bonnes mains. Roger devait apporter l'appel qui doit lever la première petite terre du Cali. Non, elle est encore cachée. Bonsoir, téléspectateurs du GA. Variété vous présente ce soir quelques artistes de Normandin. Nous aurons quelques numéros à vous présenter, numéros tant instrumentaux que artistiques.
Vous avez ici comme musicien, à ma droite, Madame Jean-Louis Cloutier à la guitare et Monsieur Charles-Henri Grenon au violon. Il me fait plaisir pour le premier numéro vous présenter une danseuse à claquettes, Mademoiselle Michèle Cloutier, qui va vous interpréter une danse à la claquette, accompagnée de nos musiciens. Les téléspectateurs plus âgés, du moins plus âgés que moi, ont sûrement reconnu l'air un cotillon. Bien souvent, on dansait dans nos familles, v'là 10 ans, on dansait sur cette même air un brandy. Un brandy frotté, naturellement. Frotté, mais pas aussi frotté que Michel peut le faire, mais du moins frotté. Puis plus on prenait du brandy, plus on frottait le brandy, naturellement. Maintenant, comme deuxième numéro, nos musiciens vont vous interpréter La Joyeuse Québécoise, en l'honneur de toutes les belles femmes de Normandie.
Maintenant, je vais faire plaisir à plusieurs dames de Normandin, aux dames qui font partie des femmes chrétiennes. Parce que, vous savez que, il y a 2 ans, on avait le groupement des femmes, les dames de Bonne-Sainte-Anne. Leur mouvement a perdu leur nom, a perdu son nom. Le mouvement a changé son nom pour Mouvement des dames chrétiennes. Pour renouveler des bons souvenirs à toutes ces dames, nos musiciens vont leur interpréter le ril de Sainte-Anne. Maintenant, vous allez laisser le temps à nos musiciens de changer d'instrument. Ils vont vous interpréter une gigue. Une gigue dansée à la claquette par Michel.
Le géant tente toutes sortes d'expériences. Je crois que c'est, pour la plupart d'entre vous, chers téléspectateurs, la première fois que vous avez l'occasion de voir une femme qui joue du violon. Vous avez sans doute déjà entendu jouer des femmes du violon classique, mais du violon style reel, style canadien-français. Madame Potvin est une des rares femmes à jouer la gigue au violon. De plus, Madame Potvin, comme vous avez sans doute pu vous en rendre compte, accompagne fort bien la guitare. Maintenant, le géant innove, nos musiciens innovent aussi. Nos musiciens ont le plaisir de vous dédier à chacun de vous, chers téléspectateurs, un reel tout spécial. Le géant est un poste nouveau. Le géant, le canal 3, par le canal 3, s'avère un canal neuf pour Normandin. Nos musiciens vous offrent un cadeau. En même temps, offrent un cadeau à tous les gens qui ont participé et qui participeront encore bénévolement à ce travail de télédiffusion en circuit fermé dans une localité par les membres de cette localité. Nos musiciens ont le plaisir de vous offrir le reel du géant.
a mis au point ce soir la réalisation d'une émission de télévision et les étapes de réalisation, de même que toutes les difficultés que ça peut impliquer. Pour vous informer à ce sujet, j'ai avec moi ce soir à la programmation M. Léon Girard, à la production Claude Ouellette. Bonsoir Raymond. J'ai aussi avec moi Claude Delorme, qui réalise présentement un film sur le projet de télévision communautaire Le Géant, qui se réalise présentement à Normandin. Claude réalise un film sur ce fameux projet et en même temps, Claude a travaillé longtemps auparavant à Radio-Canada, donc il peut nous donner un paquet d'informations sur la technique. J'ai aussi avec moi, qui collabore à ce projet de l'ONF, de film de l'ONF, Jean-Pierre Lamonde, qui est sociologue et qui travaille toujours avec Claude sur ce fameux projet de film sur le géant. Alors, messieurs, qu'est-ce que ça peut impliquer pour vous une émission de télévision, en commençant par qui là, exactement? Peut-être par Léonce, sur la programmation. Quelles sont les étapes, là, grosso modo? Allons-y rapidement, les étapes, et après ça, on pourra voir les difficultés que ça pose. Une émission de télévision. Les étapes, il faut avoir des premiers contacts d'abord. Et ça, c'est déjà pas facile. Et quand on voit ce que ça demande d'implication, ben, il faut recourir aussi à des spécialistes qui viennent nous aider. Et là, il est arrivé une circonstance toute particulière pour Normandin. Et je pense que l'occasion principale pour tenter d'expliquer ça, c'est parce qu'on a créé une rencontre avec un spécialiste qui est capable de donner la technique ou les détails plus précis. Et dans l'action même, peut-être que ce serait intéressant de revenir parce que là, on l'a vécu, on l'a travaillé, on est après le vivre encore en ce moment. J'aimerais que tu essaies de demander à Claude s'il ne pourrait pas nous placer en route parce que ça devient extrêmement difficile d'expliquer cette valeur qui est en studio même ici. Bien. Les étapes principales d'une mise en onde, on va appeler ça une mise en onde. Évidemment, il s'agit de faire des recherches, de trouver des sujets d'émission. Lesquels sujets d'émission, après qu'ils ont été trouvés, évidemment, on les donne à quelqu'un qui peut s'en occuper, qui peut se charger de les réaliser. Alors, ça veut dire que le réalisateur, à ce moment-là, va approcher des gens, ou dans le cas présent, actuellement, je crois que c'est plutôt au producteur. Lui va s'adjoindre un réalisateur, il va approcher des gens qui déjà ont été contactés à ce sujet-là. Tout en parlant, il voit de quelle façon on peut faire une mise en scène, rendre les choses intéressantes le plus possible. Et à partir de là, bien, les gens s'amènent en studio, ou encore, ça peut aussi bien être à l'extérieur aussi. Mais à partir de toutes ces idées-là mises ensemble, ben, ils peuvent arriver avec l'aide de l'équipe technique à faire une émission. Mm-hmm. Évidemment, il peut y avoir un tas de problèmes, tout ça, mais... J'aimerais savoir plutôt un problème là, pour lui. Est-ce qu'il pourrait donner un exemple d'un problème qu'on a vécu cette semaine? Si tu permets, je vais répondre un peu à ta question. Peut-être que si Claude a des précisions à donner, il en donnera. D'accord. Bon, alors, on a parlé de recherche, on a parlé de programmation puis de production. Alors, moi, je suis à la production. Remarquez que ça me fait un peu drôle d'être à la production dans un projet de télévision parce que je ne l'ai jamais été. Alors, je regarde le programme, je regarde qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut passer comme émission, et je regarde avec l'équipe qui sont sous mes ordres, les équipes qui sont sous mes ordres, qu'est-ce qui est possible de faire. Alors, on s'entend avec des gens, bon, on va aller faire votre émission, on va la faire de telle façon. Alors, on effectue le travail, on s'en va, on va voir les personnes concernées, on prend des séquences, il y a des interviews qui sont faites. Alors, ça s'est très bien passé, les gens sont satisfaits des séquences qui ont été prises, du déroulement de toute l'affaire. Alors, on s'en retourne, on s'en vient au studio, au bureau, à la salle de montage. Et quand on fait le montage, j'ai une émission par exemple en tête, où il est peut-être impossible de faire le montage.
Alors à ce moment-là, il y a des gens qui sont déçus. Et peut-être qu'ils peuvent se dire comment ça se fait que ça ne marche pas. Pourtant, ça allait bien chez nous. Puis, ça avait l'air de bien aller. On nous avait assuré que ça passerait à telle heure, tel soir, puis l'émission n'a pas eu lieu. Alors c'est pour ça, moi, que j'ai voulu tout particulièrement cette rencontre qu'on fait actuellement, pour un peu dire aux gens comment ça se fait que telle émission qui avait été prévue n'est pas passée. Peut-être pas pour une émission en particulier. Pourquoi qu'à un moment donné, on a des retards, ou pourquoi qu'il y a des émissions qui ont été interchangées, pourquoi qu'il y en a qui ne sont pas passées du tout. Mes limites dans les connaissances techniques ne me permettent pas d'expliquer dans des termes très précis qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à ce que Claude Delorme soit avec nous ce soir. Peut-être que Claude, prenons par exemple l'émission de la Caisse populaire. Il y a probablement beaucoup de personnes qui attendaient cette émission-là. Alors, qu'est-ce qui aurait pu arriver dans le cas de l'émission de la Caisse populaire, par exemple? Je m'excuse tout d'abord parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'émission uniquement en studio. Je n'avais pas pensé du tout à cet aspect-là. Ce qui est arrivé dans le cas de la Caisse populaire, c'est qu'il y a une équipe, effectivement, qui est allée tourner. Et les appareils de télévision dont on dispose actuellement, lorsqu'on regarde à travers le viseur ou le moniteur de la caméra, l'image qu'on y voit, c'est l'image avant qu'elle soit enregistrée. Et le son, c'est la même chose. De façon, ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est qu'il y avait une interférence qui était causée probablement par une automobile, l'ignition d'une automobile de haut voltage. Et pour nous, il n'y avait aucun moyen de le savoir avant de visionner l'image en réalité. Bon. Puis, c'est ça. Cette fois-là, en tout cas, la Caisse populaire, malheureusement, il y en avait partout. On n'a même pas pu sauver 2 minutes. Tout au long de ça. Oui, je pense que la Caisse populaire aussi. Vous êtes allé à la Caisse même? Oui. On est allé à la Caisse même. C'est tout près de la rue. Oui, il y donc avait probablement une voiture en stationnement avec le moteur qui roulait, mais un système d'émission défectueux. Ben, tout comme chez vous, vous faites chez vous en train de regarder une émission, il y a quelqu'un qui arrive, qui stationne la voiture près de chez vous, puis vous voyez des barres, puis ça gronde même dans la télévision à ce moment-là. Vous dites, tiens, il y a une voiture qui passe. Ben, malheureusement, c'est arrivé. C'est la première fois, moi, que j'en avais connaissance avec ces appareils-là, mais c'est arrivé. Bon. Disons qu'il y a des petites difficultés qui se sont posées, puis c'est facile de détourner le canal à un moment donné, de dire ben c'est pas bon à côté du 6 ou du 8. Ou, qu'est-ce qui pourrait, disons, en plus de ça, en plus de ce fait-là, est-ce qu'il y a d'autres faits qui ont, d'autres émissions qui sont arrivées ou des problèmes? J'ai remarqué, par exemple, moi, un problème de son. Peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui arrive au point de vue du son? Premièrement, je pense que... Je suis direct, là. Les gens, en majorité, sont ici depuis plusieurs années. Ils ont des appareils de télévision depuis plusieurs années. Ils sont ajustés au canal 2 et au canal 6. À présent, bien, le signal étant très faible, parce qu'il y a quand même toute une distance entre Jonquière ou Chicoutimi, ces choses-là. Il y a une station satellite parasite, comme dirait M. Picard, une station satellite. Mais le signal n'est pas tellement fort. Alors, les techniciens sont obligés à ce moment-là d'ajuster l'appareil de façon à avoir le maximum possible de réception sur le 2 et le 6. Puis assez souvent, évidemment, c'est au détriment du canal 3. Mais écoutez, ça fait des années que ça existe, le 2 et le 6. Puis le canal 3, ben, c'est là à Normandin cette semaine. Alors évidemment, il aurait fallu que M. Picard ou les techniciens en télévision fassent le tour de toutes les maisons avant les émissions, ou que les gens les appellent au moins, afin de pouvoir ajuster leurs appareils. Parce qu'en fait, l'ajustement même de l'appareil, à ce moment-là, c'est une question de minutes. C'est une affaire de rien, pratiquement. Il s'agit d'ajuster le tuner. C'est quoi en français, ça? Le sélecteur de poste. Sélecteur de poste, c'est ça. C'est tout simplement ça. Alors, à partir de ce moment-là, là, vous avez des problèmes de son, des problèmes d'image, il y a un tas de choses. Alors, les gens sont portés à dire, ben c'est pas bon. En fait, c'est vrai que c'est pas bon, mais c'est pas de la faute du Canal 3 en réalité. Puis de toute façon, je crois que pour la continuité de l'expérience, éventuellement, je sais que j'ai entendu mentionner que vous allez aller plutôt sur le Canal 4.
de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence ni du 2 ni du 6, et en même temps aussi, ça ne pourra pas nuire ni au 2 ni au 6. Je crois que ça va résoudre pas mal de problèmes de cette façon-là, puis tout le monde sera content. Puis aussi, une autre chose aussi, je voulais ajouter, le réseau de M. Picard lui-même en est conscient. Auparavant, il n'y avait pas de trop de difficultés avec ça. Il donnait le maximum possible au 2 puis le maximum possible au 6. Mais le fait qu'il y a un autre canal actuellement, puis qui est près du 2, ben c'est drôlement, justement, il y a du travail là-dedans. M. Picard a travaillé comme un fou là-dedans. Malheureusement, ben, il n'a pas réussi à tout arranger tout d'un coup comme ça. C'est quand même un travail assez délicat. Et ça prend quand même un petit peu de temps. De toute façon, il y a une période d'ajustement, d'adaptation. Je pense que ça vaut le coup quand même. Disons qu'il y a une autre difficulté là, qui me vient à la mémoire. Qu'est-ce qui est arrivé ce soir avec l'émission sur l'industrie à Normandin? Ben, il ne faudra pas hésiter trop longtemps, mais il est question de vraiment de présenter un contenu le plus réel possible. Faut tenir compte qu'il y a des jeunes caméramans, puis ils ont à peine une semaine d'expérience. Il y a l'intervieweur qui est supposément avait de l'expérience, mais les deux n'étant pas suffisamment structurés pour être capables d'échanger et prendre l'image avec le son, qui veut dire avoir le bon contenu, ben, plutôt que de présenter quelque chose qui est plus ou moins intéressant peut-être, ce qu'on fait là d'ailleurs est plus ou moins intéressant dans un sens, ben, on a préféré tenter d'expliquer le pourquoi de ces difficultés qui se présentent dans une opération projet pilote. Quand on dit projet pilote, c'est un paquet d'expériences qu'on tente, ça réussit pas, mais enfin on est ici pour tenter d'accélérer dans des émissions de qualité, et ce que nous saurons, c'est ce qu'on va savoir plutôt dans le courant de la semaine prochaine en demandant aux gens comment ils ont trouvé, chose qu'on n'a pas eu le temps de faire encore. C'est ça qui est arrivé, enfin, les monteurs ont trouvé de la qualité, contenu, image. Moi, je trouve pas mal formidable ce qui se déroule ici cette semaine. Il ne faut pas oublier que la plupart de ces gars-là n'avaient jamais pris une caméra dans leurs mains. Ils ne savaient même pas que ça existait une caméra Sony, une caméra télévision, si tu veux, un magnétoscope, et que ça pouvait faire des images de télévision, qu'on pouvait se promener avec ça, puis aller faire des émissions. Du côté sonore, c'est la même chose. Du côté émission, ben, tout le monde, programmation, tout ça, c'est des gens qui, en fait, n'ont jamais fait de télévision. Puis, ils arrivent. Ouais. Puis, en fait, c'est mardi dernier que ça a débuté, mardi de la semaine précédente, où les gens se sont rencontrés. Puis, ils ont osé. Ils ont décidé à ce moment-là, on le fait. Puis, ça a travaillé, tout le monde a travaillé. Pas mal fort, par exemple, mais tout le monde a travaillé, puis ils arrivent avec des résultats quand même. Il y a des pépins, d'accord, mais c'est normal. Ça, moi, je connais pas de postes de télévision qui sont ouverts, puis qui ont pu garder des cédules régulières tout de suite au début. Il y en a qui ça a pris au-delà de 6 mois. Ça serait peut-être intéressant, il me fait penser, on pense, où il est possible qu'on va donner suite à ça. Le peu qu'on a ramassé nous inspire pour revenir sur l'industrie et en faire une émission de qualité, une émission éducative, une émission qui donne beaucoup d'informations, qui fait voir l'image vraie du phénomène industriel de Normandie. Mais est-ce que vous croyez qu'en l'espace d'une semaine, on pourra se former une équipe, disons, qui pourra au courant de la semaine prochaine, faire fonctionner le poste, puisque, disons qu'il semble que cette semaine, le gros des problèmes semble venir d'abord de la technique. Est-ce que ça sera possible, tout ça? Bien, écoutez, les techniciens, les gars, c'est entendu qu'il va falloir qu'ils travaillent. Il y a seulement une façon d'acquérir de l'expérience dans ce domaine-là, c'est de travailler. Ouais. Ça, il n'y a pas à en sortir. Avec le temps, les gars vont s'améliorer constamment. Ça, il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas arriver puis leur demander d'avoir l'expérience des caméramans de Radio-Canada qui ont 10 ans puis 15 ans derrière eux. Ça, c'est pratiquement impossible. Mais il y a autre chose qu'il faut penser dans tout ça, c'est que ces gars-là, ils travaillent, il y a une raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils amènent des émissions et ils font communiquer les gens.
Puis ça, je pense que ça passe par-dessus toute la technique, en fait. Parce que c'est prendre les gens, les mettre en face les uns des autres, amener des informations. Ça s'appelle la communication, ça, tu sais. Puis sur un plan, pas seulement technique, sur un plan humain aussi. Puis à mon avis, seulement ça justifie toute l'affaire. Alors même s'il y a quelques petits pépins, il reste quand même que le message passe. Puis ça éveille drôlement l'intérêt, je pense. Parce qu'il s'en passe des choses anormales. Précise. Oui. Mais, disons que l'aventure en vaut quand même le coup. Il Parce que signifie c'est un peu vraiment l'aventure. que nous sommes en route avec des personnes du milieu qui vont être capables de structurer une émission avec toutes nous ensemble. Ouais. Et là, je pense que ce serait intéressant qu'ils nomment ce qu'il y a dans les studios à l'heure actuelle. Il y a des noms techniques là, que nous ne savons pas encore et qui pourraient étaler devant le public. Par exemple, combien il y a de monde en studio pour prendre ce que nous sommes après faire. Là. Alors, la question est lancée. Combien il y a de monde présentement qui travaille? À la caméra 2, là, c'est bien la 2, ça? C'est la 1 ou la 2? La 2. À la caméra 2, il y a Jean-Pierre Massé, qui étudie actuellement le cinéma à Jonquière, qui a bien voulu venir donner un coup de main, justement. Il était censé en premier donner un coup de main aux gens d'ici pour apprendre la caméra, tout ça. Mais finalement, Jean-Pierre s'est ramassé dans un tas d'affaires. Il a participé de toutes les façons possibles à la réalisation du projet. Je pense que c'est une maudite bonne chose pour lui. Il y a Michel Desmeules, caméra 1. Michel, c'est la même chose, il est aussi un étudiant en cinéma à Jonquière. Michel a réalisé, il a fait de la caméra, il a fait du son, il était en maudit par moment, ça s'est replacé. En tout cas, principal, tu sais, ils ont fait quelque chose. Il y a Claude Bande là-bas, là, que ça, lui, on s'en sert comme régisseur. Il est appuyé sur un mur, comme d'habitude. Mais quand c'est le temps de nous donner des